Salut, nous allons commencer notre diffusion en direct aujourd'hui plus rapidement. C'était plus rapide parce que je suis vraiment en retard, j'ai la tête qui tourne et tout. On va commencer. Parfait. Le direct d'aujourd'hui sera donc plus court. On commence le direct. Les questions sont simples. OK. Nous sommes à São Paulo et aujourd'hui, permettez-moi de corriger un petit détail. Il y avait une erreur. C'est corrigé. Voilà. Bien, nous sommes à São Paulo. Nous sommes le 1er juillet 2021. Question pour le Nouveau Monde. Notre émission en direct aujourd'hui est consacrée à pour tous ceux qui peuvent ou souhaitent participer à un concours de neurosciences. Voilà de quoi il s'agit. Un concours comme les Olympiades de mathématiques proposera également une Olympiade de neurosciences pour l'Amérique latine. Mais je vais l'aborder différemment. Je vais vous montrer à quel point ce concours peut vous être utile dans votre vie quotidienne, au quotidien. Ce concours de neurosciences, qui sera le Neuro Challenge LATAM, se base sur des questions posées lors d'une Olympiade de neurosciences avant pour les lycéens jusqu'à 17 ans, 16 ans et plus, parler de neurosciences. L'objectif de ce concours est d'éveiller l'intérêt de tous les adolescents pour les neurosciences. Qu'est-ce que les neurosciences? À quoi servent-elles et comment peuvent-elles améliorer le monde? Nous nous inscrivons dans cette perspective et soutenons un groupe de chercheurs qui souhaitent organiser le LATAM Neuro Challenge, ouvert à toute l'Amérique latine. Le principe, tout étudiant de 18 à 28 ans, y compris les lycéens, peut participer. À 28 ans, cela concerne le lycée, l'initiation scientifique et s'adresse aux étudiants en master et doctorat jusqu'à 28 ans qui souhaitent élargir leurs horizons et explorer de nouvelles perspectives en neurosciences. Jackson, mais comment explorer ces nouvelles perspectives si je n'ai pas encore étudié les neurosciences? Écoute, c'est précisément pour cela que tu es si important. C'est pourquoi tu dois comprendre quelque chose de complexe, même pour les chercheurs. Les neurosciences d'abord. Les neurosciences, ce n'est pas seulement des neurones et du sang. La science qui étudie la communication neuronale, le système nerveux, le cerveau et les organes périphériques, c'est bien ça? On pourrait donc la réduire aux neurones ou au sang? Eh bien non, ce n'est pas si simple. Les neurosciences sont un domaine scientifique qui considère l'ensemble et observe comment cet ensemble stimule le système nerveux, tant périphérique que central. Le système nerveux est à la base de tous les organes internes, de tout le corps. C'est donc un tout, absolument tout. Mais lorsque les neurosciences commencent à étudier ces interactions, elles vont plus loin et créent un jargon spécifique, le jargon neuroscientifique. C'est un jargon que seuls les chercheurs en neurosciences commencent à comprendre. Et ceux qui observent de l'extérieur se disent « Waouh, quelle complexité !» Quel sujet difficile et important. Dans ce jargon, ces neuroscientifiques ont l'impression d'être dans un monde idéal où les questions se fondent uniquement sur le dernier article publié sur le sujet et où tout s'enchaîne sans interruption, car les neurosciences ne se résument pas à des articles.
Elles sont ce qu'elles sont. Elles sont contenues dans les publications. Elles ne peuvent pas s'étendre indéfiniment. Tout cela est très bien ficelé, un document étayé par des preuves scientifiques solides. Il s'appuie sur des publications, mais n'a pas de fondement scientifique. Or, un concours de neurosciences, ce NeuroChallenge, peut considérablement dynamiser le domaine. Participez à ce NeuroChallenge. Mon défi sera même utile aux neuroscientifiques pour mieux comprendre ou susciter des interrogations, notamment sur le comportement humain et l'existence même. Parfois, ces interrogations sont liées à telle ou telle maladie, pathologie ou façon d'être. Quand elle commence à s'ouvrir un peu plus, elle élargit son champ d'action. Elle s'intéresse à l'économie, à la religion, etc. Tout cela concerne la nutrition. Ensuite, le sujet s'élargit aux neurosciences. On s'éloigne de la notion de localisation optimale. Qu'est-ce que cette localisation optimale? L'emplacement optimal, c'est celui où l'on commence la recherche. J'ai découvert le concept d'emplacement optimal grâce au calcul évolutionnaire lorsqu'on travaille avec un système de résolution de problèmes. Ce système atteint un optimum et s'y fige, car son jargon, ses concepts et sa méthode de résolution de problèmes sont tellement rigides qu'une petite modification linéaire ne suffit pas à le faire sortir de cet optimum. Il faut donc rechercher des solutions ancestrales, des solutions très anciennes et originales pour s'en affranchir. Je dois donc simplifier le jargon scientifique, car il devient redondant dans un contexte précis. Je dois alors recourir à un concept plus large, à un autre nom, à d'autres mots pour aider ces personnes à s'y retrouver. Par exemple, avez-vous déjà rencontré quelqu'un de fanatique religieux? Si vous observez leur façon de parler et les mots qu'ils utilisent, vous constaterez qu'ils les enferment dans leur religion. Ils sont enfermés dans un espace spécifique. Certes, mais cet espace est en réalité un espace clos dont ils ne parviennent pas à sortir. L'esprit est imperméable à cela, il ne pense qu'à cela, il est cela, il fait cela, et se trouve donc dans un état de plénitude. Ce phénomène se produit dans tous les domaines de la connaissance. Il ne s'agit pas seulement de la conversion à l'extrémisme religieux. Un politicien extrémiste agit de même, un idéologue croyant aux soucoupes volantes aussi. N'importe qui peut donc tomber dans cet état de plénitude. Y tomber, perdre son sang-froid, le quitter? Excellente question. Et c'est là que nous abordons les défis neurologiques latino-américains. Nous pouvons nous poser des questions, mais qui sommes-nous avant même de les poser? Car parfois, la question est liée à notre monde et à notre vision du monde, et cette vision est déjà limitée. Mais quelles autres questions pouvons-nous nous poser? Quelles nouvelles perspectives pouvons-nous ouvrir pour l'Amérique latine? Que dire de l'Amérique latine? Nous avons été profondément humiliés, piétinés, nous avons été massacrés par une culture européenne, une culture de l'hémisphère nord qui se croit supérieure. Elle se croit toujours supérieure. Cette culture est venue à exploiter et coloniser des corps et des territoires. C'est pourquoi nous parlons beaucoup du corps-territoire, afin que notre unité d'État ne se limite pas à la famille. La famille est un groupe de personnes dont la définition ne dépend pas de vous. Qui définit ce qu'est une famille? Certains politiciens et certaines religions s'avancent sur ce point, mais en réalité, ils contrôlent le concept même de famille. C'est pourquoi nous définissons le corps-territoire. En parlant de ce territoire corporel intérieur, c'est vous, là où vous êtes, dans votre environnement, dans l'eau que vous buvez, là où vous jetez vos déchets, d'où vient votre nourriture. Tout cet espace, jusqu'à l'origine de votre électricité. Une partie provient même d'Itaipú, une autre de la communauté locale, d'un barrage local. Mais d'où viennent les éléments qui vous nourrissent, qui assurent votre durabilité là où vous êtes? C'est cela, le territoire corporel. C'est vous et l'ensemble des éléments qui vous parviennent. Bien sûr, ces éléments peuvent provenir de différentes parties du monde, mais le territoire corporel est quelque chose de plus vaste.
C'est dans ce contexte que les individus se situent et que l'on peut les étudier. Un corps, un territoire. Le territoire est comme un état minimal, intéressant, comme le minimum de l'état. Si l'on découpait l'état, et on le découpera en la plus petite partie possible d'un état, la plus petite partie possible d'un état. Ce n'est pas un morceau de corps, c'est un corps entier, et il pourrait s'agir d'un mètre carré de terrain sur lequel repose ce corps. J'en arriverai alors à la question suivante. Si ce corps est immobile et vit sur ce mètre carré, ce qui est très difficile. Mais s'il l'était, alors le minimum d'un État est un corps-territoire. Notre colonisation est différente de celle de ce territoire, dans la manière dont ils exploitent les forêts, les populations et d'autres ADN. Ainsi, dans la colonisation, on a affaire à un mercenaire prédateur qui nous exploite. Le Neurochallenge latino-américain que nous soutenons actuellement est un mouvement de chercheurs. Pour celles et ceux qui travaillent déjà avec BRB et souhaitent participer à ces concours de neurosciences, voici les questions que vous pourriez vous poser à l'avenir. Quelles sont les applications et les perspectives d'étude des neurosciences? Qu'est-ce que la neuroscience? C'est l'étude de l'anatomie du corps et de ses liens avec les fonctions cérébrales et l'ensemble du système nerveux. Comment ce système est-il régulé? Comment fonctionne-t-il? Comment en vient-on à vivre et à exister? Comment naît la conscience? L'esprit. Qu'est-ce que l'esprit damasien? Qu'a dit Antonio Damasio à ce sujet? Niels Seff affirme que chaque être humain est prédictif. Que signifie prédictif? Comprenez-vous? J'emploie ensuite des termes spécifiques, volontairement différents, afin de permettre au chercheur de sortir de son isolement, du jargon scientifique qui l'empêche d'avoir une vision d'ensemble. Il ne se rend pas compte que malgré son implication dans ce projet de recherche, son manque d'ouverture continue de mettre en lumière les politiciens qui refusent de financer d'autres types de recherche. À moins qu'il ne s'agisse de recherches qui ne remettent pas en question nos politiciens, qui ne remettent pas en question la Constitution elle-même, car la Constitution de 1988, si belle et si riche, n'est pas pleinement appliquée. Nous devons lutter pour les droits des adolescents, des enfants et des personnes âgées. Nous devons lutter pour ceux qui n'ont pas de terre, car il semble que le système financier se soit emparé de nos terres et les possède, ces mercenaires prédateurs qui ont pris le contrôle de l'État et l'ont kidnappé. Vous comprenez? Toute cette émotion que je vous transmets maintenant, cette indignation, surgit soudainement. Vous parlez, mais cela signifie-t-il que nous, moi, à 17, 18, 20 ans, pouvons mener une étude en neurosciences et aborder les aspects religieux, les aspects politiques? Bien sûr que oui, toujours avec une approche concrète, toujours en tenant compte des faits et en s'appuyant sur des preuves sans recourir à de grands récits, toujours en cherchant les causes et les effets et en s'efforçant de comprendre l'effet est la cause de ce qui suit. Par exemple, l'argent que nous possédons et qui circule dans notre société est créé par l'endettement. Cet argent, créé par l'endettement, engendre souffrance et angoisse au sein de la société. Cette angoisse pousse l'industrie pharmaceutique à engranger des profits considérables pour produire des médicaments contre cette angoisse. Et ces médicaments exploitent aussi les personnes angoissées qui, de ce fait, mangent et boivent davantage et adoptent des comportements néfastes pour leur santé. Mais quelle est la cause de cette angoisse? Ah, la cause, c'est l'argent endetté. Et pourquoi ne pas s'interroger sur les causes des choses? Pourquoi se contenter d'étudier les effets et de tenter de les réparer au lieu de s'attaquer à la cause profonde? Avant toute nouvelle technologie, quelqu'un se posait la question. Avant toute transformation culturelle, il y avait une interrogation. Le défi est donc... C'est l'Amérique latine en gros. Quelle est ta question?
Franchement, parfois je parle à certaines personnes et ça me rend triste, parce qu'en gros, elles agissent selon les idées des autres. Elles défendent les causes qui ne sont pas les leurs. Elles sont guidées par la foi qu'on leur a inculquée à 3, 4 ou 5 ans. Cette foi est déjà bien ancrée. Du coup, elles ont un récit qui n'est pas le leur. Elles se contentent de défendre des choses qui appartiennent à d'autres, mais qu'elles ont déjà intégrées, comme si elles étaient les leurs. Elles ne sont pas les vôtres. Et vous, quelle est votre question? Quel est le sens de la vie pour vous? Vous avez donc une question sur laquelle vous pouvez vous appuyer ou que vous pouvez examiner, dont vous pouvez observer les structures. Ce que nous sommes, les structures humaines, et savoir comment elles s'articulent, comment les neurosciences peuvent changer certaines choses, comme ce nouveau monde. Vraiment, je crois que la seule solution que nous ayons viendra d'Amérique latine. Même si certains chercheurs et mes amis disent que rien de bon ne sort d'Amérique latine, je pense que quelque chose de très bon et de très puissant en sortira. Nous avons des termes issus de nos origines latino-américaines ancestrales, des termes complexes comme Utupe, P-U-T-P, Utupe, je vous l'ai dit, vous vous souvenez, ce sont des images du cerveau. Ce que vous voyez, voire ce que vous pensez, ce sont des images cérébrales. Le P-U-T-P survient lorsque ces images capturent nos émotions. Le Chapiri représente l'esprit des choses, leur essence. Le Jivasa est une entité qui résulte de la rencontre de plus de deux personnes ou de la fusion d'idées, de multiples facettes de soi. Un Jivasa apparaît. Le Yami est presque une imitation de l'être, permettant de le transcender. Et puis il y a la notion de corps-territoire et les neurosciences décoloniales. Des termes forts, des termes qui obligent le chercheur à sortir de sa zone de confort, de son cadre optimal, à envisager le monde sous un angle plus large et à ne pas se réduire à l'être, à ses croyances. Leur foi est souvent une foi aveugle, j'en ai parlé avec certains chercheurs et c'est triste à constater, mais une bonne partie des chercheurs, c'est une divinité chrétienne. Allons, mon garçon. Le territoire, le continent latino-américain, ce n'est pas le continent latin, mais l'Amérique latine. J'aime même l'appeler le continent latino-américain. Nous, latino-américains, cette latinité qui nous caractérise nous vient des peuples qui vivaient ici, les peuples autochtones. Sans eux, ce savoir ne se serait pas transmis. Nous n'aurions ni réciprocité, ni démocratie. La démocratie est née de ses origines. En Europe, elle est née des Lumières. Vous souvenez-vous de ce que je vous ai dit dans le livre « L'éveil de toutes choses » ? Ils ont examiné tous les documents européens, toutes les publications européennes, et ont conclu que la liberté, l'égalité et la fraternité manquaient des ressources techniques nécessaires à l'expression écrite, des moyens permettant l'avènement des Lumières en Europe. Les Lumières en Europe sont venues après l'invasion du continent américain, après le contact avec les Amérindiens, ce qui, naturellement, de toute évidence, nous avons exercé une forte pression sur les communautés amérindiennes et ses peuples ancestraux. Mais ils nous ont transmis quelque chose. Et puis, nous sommes sur le même territoire. Nous partageons la même identité. Nous sommes unis. Même si vous ne le voulez pas, nous sommes ensemble. Oui, le marché nous mord ici et là. Il nous mord avec des animaux de compagnie, des idéologies, et cette religiosité qui le présente comme un ennemi, ce qu'il n'est pas, il crée des ennemis pour établir une fausse unité qui se révèle trompeuse. Et c'est là que vous intervenez. Quelles questions posez-vous pour changer le monde? La question, en tant que neuroscientifique, est la suivante. Comment notre façon d'être et de penser peut-elle changer le monde? Quelle question posez-vous qui enrichit la nature humaine, l'existence humaine et l'existence des forêts et des biomes? Quelle est sa valeur? Le défi neuroscientifique est donc extrêmement puissant. L'argent, aujourd'hui, naît de la dette. Il est fondamentalement créé à partir de la dette. Pourquoi ne pourrait-il pas être créé avec 10 citoyens? Drex, un citoyen, ce serait vous en tant que corps, territoire, l'unité minimale de l'État selon ma conception.
Être l'unité minimale de l'État, c'est être propriétaire de l'État. Il ne s'agit pas de mercenaires. Vous êtes des prédateurs qui avaient pris le contrôle de l'État, qui le possédaient. C'est vous. Les mercenaires et les prédateurs veulent vous faire croire que l'État n'est là que pour vous nuire. Mais vous êtes l'État. L'état minimal d'une personne possédant un autre territoire. Alors, à l'heure actuelle, vous qui possédez l'État, pourquoi l'État ne vous verse-t-il pas un revenu public directement citoyen, chaque jour? Pourquoi pas? Actuellement, c'est parce que vos pensées et les miennes sont accaparées par les jeux, l'information, les réseaux sociaux, le système de communication qui vous submerge et les factures à payer. Au Brésil, certains milieux s'enrichissent considérablement. Et ils utilisent le capitalisme, vous savez, ce capitalisme néolibéral, avec la main invisible du marché. Cette main invisible blanchit l'argent. Elle le plonge dans une paralysie fiscale et cet argent arrive ici sous forme de dollars, là sous forme d'investissement, mais seulement si le gouvernement intervient. Sinon, cet argent en dollars quitterait le pays. Cet argent en dollars a fuité. Il a été blanchi. Alors, ces manœuvres, ces façons de faire, on ne peut pas les remettre en question de front. Le défi neuroscientifique répondra « oui ». Et pourquoi le système continue-t-il ainsi? Pourquoi notre système n'est-il pas comme celui du corps, où la cellule capte et produit de l'énergie? L'État ne devrait-il pas fonctionner ainsi? C'est ainsi qu'il devrait être. Mais pourquoi ce n'est pas le cas? Parce que notre vote va à ceux qui pensent différemment. Si nous votons pour ceux qui partagent nos idées, que l'énergie doit être reçue, que l'État, c'est nous, les choses changent. Notre vote prend de la valeur et, en plaçant de meilleures personnes à des postes clés, nous élisons de nouveaux représentants, sénateurs, maires, conseillers. Les choses s'améliorent naturellement. Le changement est donc intérieur et ce défi neurologique est conçu pour vous permettre de développer ces forces. Chaque fois que vous remarquez quelque chose, créez en vous des espaces. Je vous ai donné l'exemple de 5 dimensions où ces espaces se créent. Normalement, on utilise 2 dimensions, x, y, z et x, y, z, les 3 dimensions que l'on retrouve sur les axes de distance. Mais si je prends un corps situé à distance, en termes de largeur et de hauteur corporelle, il y a donc 3 dimensions. Dans ces 3 dimensions, ce que je perçois se déploie. Mais plus encore, ce que je perçois est la représentation de ce que j'ai perçu. Je vois quelque chose. Je vois ma main ici. Vous voyez ma main aussi. Je vois ma main. En voyant ma main, cette image pénètre par mes yeux et se prolonge derrière ma nuque. Elle est traitée et crée un espace. Cet espace à l'intérieur de ce territoire corporel. Et cet espace en 3 dimensions. Elle a une largeur, une hauteur et une longueur, oui. Mais il y a aussi une autre dimension. Elle bouge, car avant que je voie la main, il n'y avait pas de main. Maintenant, la main est là. C'est donc un mouvement. La main est apparue, elle s'est levée. Elle est apparue et s'est élevée dans ma tête, dans mon rêve. D'accord. Mais parfois, la main est là. Elle apparaît simplement, sans qualité. Soudain, une lueur apparaît, quelque chose d'intense ou une pulsation. C'est cela, la qualité. Nous avons donc 3 dimensions, le mouvement et la qualité. L'essence, la lumière, la lueur, le charme, l'attraction de l'attention dans une qualité qui peut être un mouvement dans ces 3 dimensions que vous représentez au sein de votre cerveau. Voyez cette question intéressante. Quelles sont les abstractions de notre perception intérieure? De plus, lorsque vous percevez quelque chose de nouveau, vous le percevez grâce à des zones, des espaces cérébraux activés en vous. Vous percevez les nouveautés grâce à vos souvenirs, vos réminiscences, comme on les appelle en espagnol, vos réminiscences liées à votre manière d'être et de vivre. La manière d'être et de vivre sont des espaces intérieurs de ce territoire corporel. Réfléchissez aux questions que vous pouvez vous poser. Comment Yami participe-t-il à votre formation culturelle de la petite enfance jusqu'à votre mort? Yami, c'est ce petit enfant qui commence à imiter les coutumes, les habitudes, les croyances, la foi. Après la foi, 2 voies principales se présentent. La foi aveugle, où l'on se contente d'accepter et d'obéir comme dans les bulles des réseaux sociaux.
On n'accepte la vérité que lorsqu'elle fait défaut, et on obéit. On sombre alors dans la foi aveugle. On est coupé de l'essence même de l'être. On se limite à sa bulle, mais cette foi peut aussi mener à de grandes performances. Vous examinez votre foi, vous la cultivez et vous la perfectionnez pour atteindre de meilleures performances. Vous possédez l'esprit critique, l'humour et l'innocence, car vous avez réussi l'épreuve du yin haming, gage de haute performance, sans vous contenter d'une foi aveugle, enfermée dans une bulle, dans un état optimal, pensant que c'est la fin, une réduction de votre être. Comment mesurer tout cela? Il n'existe pas de mesure directe, mais vous pouvez observer l'EG, c'est-à-dire l'activité électrique cérébrale, les tensions cérébrales, les activations neuronales. Vous pouvez également observer le NIS. Il ne s'agit pas d'une mesure directe du système neuronal. Le NIS analyse. Si une partie du cerveau devient plus active, elle consomme plus de nutriments et d'autres éléments. On examine alors les niveaux d'oxyde, de déoxyde et d'hémoglobine dans le sang. Une activité cérébrale accrue entraîne une consommation plus importante d'oxyde, déséquilibrant les taux d'oxyde, de déoxyde et d'hémoglobine. Avec la spectroscopie proche infrarouge, on peut visualiser le rythme cardiaque, la réponse galvanique de la peau, l'électromyographie, le suivi oculaire, les mouvements des yeux et la dilatation et contraction de la pupille. L'hyperscanning permet d'observer plusieurs personnes en même temps, 2, 3, jusqu'à 30, pour évaluer la cohérence et la présence d'un syndrome Jivasa. Pour savoir si nous sommes tous unis, vos questions sont donc fondamentales. Votre manière d'explorer, de poser les questions est fondamentale et c'est ainsi que vous créez une opportunité, que vous offrez une opportunité grâce à vos questions, grâce à vos écrits. J'ai beaucoup discuté avec les mentors du NeuroChallenge. Tout commence par les mairies. Proposez-leur des dissertations sur les neurosciences, les meilleures. Sélectionnez les candidats pour participer au concours. Ainsi, nous pourrons faire évoluer les neurosciences. Les neurosciences sont colonisées. Les neurosciences se fondent sur un soi qui n'est pas un territoire corporel, un soi qui n'est nulle part dans le corps, mais elles ne parlent pas de ce soi. Le neuroscientifique est en quelque sorte prisonnier du christianisme. Quelle question se posera-t-il? Oh, ces questions n'ont rien à voir avec le christianisme. Certes, mais elles le limitent. Cela l'empêche de se poser d'autres questions, de sortir de ce carcan, de cette position idéale. Et c'est là mon défi. De 17 à 28 ans. Cela dépend de votre âge. Cherchez un défi en neurosciences. Cherchez quelque chose que vous pouvez faire dans votre ville. Qu'est-ce que les neurosciences? Comment peuvent-elles vous transformer, vous et votre entourage? D'une certaine manière, vous pouvez voir le monde différemment. Car, comme le disait Gabriel Pensador, le monde change avec l'état d'esprit, il change, et le monde change. Posez-vous une autre question. Quelle est la vôtre? Cela changera le monde et vous changera. Voilà le message que je voulais vous transmettre cette semaine. Le défi Neuro-Amérique latine. Comment un jeune de 17 à 28 ans peut-il formuler des propositions en neurosciences, se lancer dans des études en neurosciences et poser des questions pour un monde nouveau et plus durable, un monde où les forêts demeurent et non sont rasées, et où l'on met fin aux agissements de ceux qui les exploitent? Ils veulent exploiter et piller toute l'Amérique latine. La tendance actuelle est à l'extraction de minéraux rares, certes, mais le but reste le même, piller. Et la tendance est aussi de capter notre attention. Avec les réseaux sociaux, pourquoi retient-on notre attention? Pour la monétiser. C'est là qu'intervient le NeuroChallenge, qui examine les problèmes actuels et remonte à la source. Quel est l'impact de l'argent créé par la dette? Quel est l'impact de la captation rapide de l'attention de la population par les réseaux sociaux? Comment les neurosciences peuvent-elles changer cela? Quel est le mécanisme? Allez, soyons sérieux. Personne ne le sait. À vous de proposer. Aujourd'hui, nous disposons de ces intelligences artificielles que l'on peut utiliser pour accomplir diverses tâches. L'intelligence artificielle renforce considérablement l'intelligence innée, qui est très différente. L'intelligence artificielle est plus logique, plus rationnelle. L'intelligence innée, elle, repose sur l'information qui nous parvient. C'est totalement différent, mais elles peuvent être complémentaires. Votre façon de penser peut vous ouvrir de nouveaux horizons, et c'est tout à fait juste. Voilà le message que je voulais vous transmettre.
Le NeuroChallenge débutera cette année et sera lancé à Falam, à Santiago du Chili. L'année prochaine, l'ouverture se fera plus grande afin que chacun puisse participer et proposer des questions, des expériences ou des concepts en neurosciences, anatomie et physiologie. Qu'est-ce qu'une neuroscience décoloniale qui place le pays à l'avant-garde? Une Amérique latine au-dessus de ces concepts de minimisation, de restriction cognitive, même entre nous. Je parle souvent d'EITU. L'EITU, c'est un mode d'être fondé sur son ADN. C'est la manière de créer ces mondes et ces concepts indépendamment de la culture dans laquelle on évolue. Aujourd'hui, la culture nous freine. À sa manière. Tu n'as pas la liberté d'être toi-même, tu es un élément d'une culture. Non, ouvrons cet axe, ouvrons la liberté d'être et de vivre, de percevoir et de s'exprimer au plus profond de soi, sans être limité par une culture évidemment subordonnée aux normes locales. Oui, mais l'État doit aussi reconnaître que le corps et le territoire de l'individu sont des composantes fondamentales de la création des normes territoriales et non une loi venue d'en haut, à Brasilia, imposant des règles absurdes à n'importe quel endroit du pays. Des règles et des normes identiques sur différents territoires? Non, c'est une limitation de l'être. Cela limite notre éthique, notre façon de nous percevoir et de nous exprimer au plus profond de nous-mêmes, et non pas une limitation culturelle imposée d'en haut. Voilà ce que je voulais vous dire cette semaine. À mercredi prochain.